Tout à l'heure, tu parlais notamment de l'impôt sur la fortune, Ouais. Mmh. l'impôt de solidarité sur la fortune. Il faut quand même rappeler que à l'époque, Benjamin Griveaux, alors porte-parole du gouvernement, disait déjà en 2019 qu'il n'excluait pas un retour, à l'ISF si sa suppression ne portait pas ses fruits. Voici, l'extrait. C'est un petit bijou, hein, faut déguster ça lentement. Là, c'est Avant de non. jeter aux orties des mesures, peut-être pourrait-on, pour une fois dans notre pays, éviter de défaire en moins de 18 mois ce qui a été fait les 18 mois précédents, de voir si la mesure porte ses fruits. Je rappelle que la fin de l'ISF a été votée il y a encore, la modification, puisque je rappelle qu'il y a un impôt sur la fortune immobilière, a été votée il y a un an. C'était en décembre 2017. Donc peut-être, comme dans n'importe quelle démocratie à peu près mature, Oui, mais le calendrier a été bousculé, là, vous le savez. peut-être peut-on prendre le temps de regarder si la mesure fonctionne et de voir ensuite s'il faut l'améliorer ou pas. Juste cela. On ne peut pas avoir en permanence du zigzag, du slalom et revenir. Et c'est l'un des risques. C'est l'un des risques. Donc, voici ce que disait Benjamin Griveaux. Mais force est de constater que depuis 2019, aucune étude n'a prouvé de manière formelle que la suppression de l'ISF était une bonne chose pour l'économie. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, ça, c'est intéressant et c'est vrai que c'est triste pour vraiment l'état de la conversation nationale. C'est que donc la suppression de l'ISF, c'est une des toutes premières mesures d'Emmanuel Macron. On se rappelle à l'époque, on a voilà l'enthousiasme hein, de la presse, comme je suis ici, je vais me laisser aller, de la presse bourgeoise qui est Tu ravie. peux utiliser ce terme, il n'y a Ouais, pas de ouais, problème. c'est ça. Tu peux Au même faire de sens l'ASMR avec ce terme, il n'y a aucun problème. de la presse bourgeoise. Pour le petit Manu avec son beau costume, hein, qui est effectivement très activement soutenu par Le Monde, même par les grandes chaînes de services publics pendant sa campagne électorale. Macron l'Européen, toute la presse européenne, un enthousiasme énorme. Hein, il est le premier notamment, candidat à l'élection présidentielle à mettre le drapeau de l'Union européenne sur son estrade. Hein. C'est le premier parmi les gens qui ont une chance de gagner, bref. Et donc, une de ses toutes premières mesures, c'est la suppression de l'ISF. Et à ce moment-là, on a tous les racontards sur voilà, les gens qui ont été massacrés par l'ISF, les gens qui sont partis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a strictement jamais eu aucune étude, qui ait montré que l'ISF faisait partir des gens. Évidemment, il y a des témoignages, ça peut concerner des gens à titre individuel. Et c'est même l'inverse, c'est-à-dire qu'il y avait une étude qui avait été faite par la direction du Trésor il y a quelques années, qui est extrêmement intéressante, qui montrait qu'en fait la vie c'est compliqué. Et que les gens qui payent l'ISF, c'est assez étonnant, c'est des êtres humains. Et que ces êtres humains, ils ont de la famille, ils ont des amis, voilà, qui sont en France. Et que donc en fait s'expatrier, c'est un fantasme hein, de présentateurs de plateaux télé qui restent en France. Vous savez, c'est comme tous les gens qui disent, c'est mon cas, voilà, les chercheurs ils sont payés 10 fois plus aux États-Unis. Bah, qu'est-ce que tu fous là, mon ami? C'est que t'es pas assez bon? Pourquoi tu restes là? Bah, en fait, tu restes là pour les raisons qu'on a dites, parce qu'ici, il y a la santé, il y a la retraite. Donc en fait, c'est le fantasme, voilà, bon. Donc, c'est de la fake news gouvernementale, donc ça, c'est assez effrayant. Et d'autre part, effectivement, le raisonnement économique est très bizarre. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, et ça, c'est quelque chose, très peu de gens l'ont dit dans la presse ou même dans le débat politique, ça m'a beaucoup étonné. Quel est l'argument, il faudrait mettre des guillemets à ce terme, qu'utilise à ce moment-là Emmanuel Macron? Il dit, bon, les gens qui payent l'ISF, donc évidemment, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, ils sont trop taxés. Et il nous dit, ben, en gros, si vous voulez taxer moins ou si vous voulez taxer plus du tout, ils vont investir. Mais pourquoi? Mais pourquoi? J'ai jamais compris ça. Moi, mettons, voilà, je suis millionnaire, ok, je paye l'ISF. Bon, mettons, j'ai des entreprises, j'en sais rien. J'ai moins d'impôts. Mais pourquoi? Mais déjà, pourquoi je ferais quoi que ce soit? Non, mais vous voyez, et cette discussion-là, cette question simple que je pose très sérieusement en tant qu'économiste universitaire très sérieux, mais juste quelqu'un qui a un raisonnement basique, n'a jamais été posée. Pourquoi je ferais quelque chose? Mais c'est le mythe du ruissellement, hein. C'est cette idée de Oui. dire que si tu donnes encore plus d'argent aux très riches, cet argent-là, plutôt que de le garder pour eux égoïstement, ils vont évidemment s'empresser de l'injecter dans l'économie, investir dans des petites entreprises, etc. C'est ça. Donc Alors, c'est ce qui est bidon. drôle, c'est que justement, pour le coup, l'ISF permettait ça, puisque l'ISF était alors, en plus, ce qui était drôle, c'est que par ailleurs, il y a plein d'économistes qui disaient l'ISF ne rapporte rien, ce qui était vrai. Et donc, c'était drôle de dire il fait partir les gens, mais il rapporte rien. Donc là, c'est quand même effectivement un peu étonnant qu'il arrive à faire ces deux miracles d'un coup, parce que soit c'est un gros impôt et les gens partent, soit c'est un petit impôt et les gens restent. Effectivement, c'était un impôt qui était trop petit, et donc les gens restaient. Mais pour revenir à ta question, voilà, pourquoi? Alors, supposons que j'investisse
Et pourquoi je me ferais chier, par exemple, à investir en France quand je peux acheter des actions Google qui vont monter tous les ans? Et pourquoi donc? Venant du Mozart de la finance, d'un grand banquier, son raisonnement, c'est quand même bizarre qu'il n'y ait jamais personne qui ait remis en cause les prémices de son truc. Et en fait, ce que je dis là, c'est toute la politique de Macron est basée sur un raisonnement extrêmement curieux qui en fait n'existe pas, qui est de dire, comme tu l'as très bien dit, si les entreprises ont plus d'argent, elles vont embaucher plus, elles vont. Mais il n'y a aucune raison, il n'y a aucune théorie économique, il n'y a rien qui dit jamais ça. J'ai jamais compris que ce démontage aussi basique de son argument n'ait pas lieu. Et donc, effectivement, les études de France Stratégie, année après année, avec notamment le catastrophique crédit d'impôt compétitivité emploi, créé par François Hollande, qui coûtait déjà 20 milliards d'euros par an. Qu'est-ce que c'était que le crédit d'impôt compétitivité emploi? En fait, c'était une baisse des cotisations sociales payées par les entreprises. Et ce qui était drôle, c'est que comme vous voyez, le nom du truc, c'était la compétitivité, c'était censé renforcer les exportations françaises, sauf que c'était valable pour toutes les entreprises de France, il n'y avait aucun critère de rien. Et donc, Carrefour touche le CICE, c'est-à-dire que quand Carrefour paye une caissière, ça lui paye moins cher qu'avant. Mais attendez, le Carrefour de Saint-Denis, là, il est en concurrence avec, sur les marchés étrangers, avec, vous voyez, c'est absolument n'importe quoi. Donc là, effectivement, quand même, beaucoup d'économistes l'ont dit au début, et ça a un nom très gentil dans la discipline, on appelle ça des effets d'aubaine. Mais en fait, c'est juste, voilà, c'est juste des cadeaux. Et donc, il n'y avait aucune chance que la politique de Macron ne marche, alors je précise, au sens qu'elle crée suffisamment d'emplois et de richesses pour qu'il y ait des recettes fiscales supplémentaires qui compensent les dépenses initiales. Il n'y avait aucune chance que ça arrive. Par contre, je le dis sincèrement, moi j'ai été, comme la plupart des économistes, très surpris, parce qu'en fait, elle n'a eu aucun effet. Elle n'a eu aucun effet. Et donc là aussi, depuis, alors moins maintenant, mais je ne sais pas si vous vous rappelez ces 2 dernières années, il y a eu beaucoup de gens qui nous ont expliqué la baisse du chômage, c'est Macron, etc. Et en fait, il y a un très bon texte, je fais de la pub pour la concurrence, il y a un très bon texte de Guillaume Duval, qui est l'ancien rédacteur en chef de Alternative économique, justement. Il a fait un texte en accès libre très simple sur le site du Nouvel Obs, voilà, qui s'appelle Emmanuel Macron a redressé la France vraiment pour l'interrogation. Et en fait, qu'est-ce que montre Guillaume Duval? C'est qu'au cours de ces 7 dernières années, la trajectoire économique de la France est exactement conforme à la moyenne européenne. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il y a une baisse du chômage? Déjà, elle est largement en trompe-l'œil, c'est des mauvais boulots, c'est des temps partiels, etc. C'est pour un truc que personne ne voit, mais qui en fait qui est la première explication de la croissance, qui est l'inverse de ce que je vous ai raconté sur Maastricht, c'est que ces dernières années, les taux d'intérêt ont été extrêmement bas, suite notamment à la crise de 2008, à la crise grecque, et voilà. Et donc en fait, s'il y a eu un bout de croissance en France, ça n'a rien à voir avec toutes les mesures de Macron au nom desquelles il a tout cassé. Hein, on se rappelle que la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, la réforme du droit du travail, les affreuses ordonnances El Khomri et Pénicaud pour précariser les droits des salariés, c'était toujours on aura plus de croissance, on aura plus de croissance. Eh bien en fait, aujourd'hui, on peut dire avec certitude que toutes ces mesures ont bien bousillé des vies, ont bien créé de l'inquiétude, ont bien rendu la vie encore plus dure aux gens qui ont déjà les boulots les plus durs et les vies les plus dures, en général parce qu'ils ont l'origine sociale la plus basse. Donc tout ça, c'est quand même effroyable en termes de justice sociale. Et tout ça, ça n'a servi strictement à rien. Et qu'on a eu effectivement de la croissance parce que pendant des années, plein de gens l'ont vécu, emprunter ne coûtait rien. Et de même qu'aujourd'hui, on va avoir de la récession parce que les taux d'intérêt sont trop élevés. Et ça, c'est quelque chose qui ne rentre pas même dans la presse économique, c'est que le niveau des taux d'intérêt, et même moi, je suis toujours sidéré de l'ampleur des conséquences que ça a. Si vous voulez comprendre pourquoi il y a la croissance dans un pays ou pas, eh ben, regardez le niveau des taux d'intérêt, c'est la première explication.